je m'en fous, je lui prouve. Mais à l'instant même où la gorgée mêlée des miettes du gâteau toucha mon palais, je tressaillis, attentif à ce qui se passait d'extraordinaire en moi. Un plaisir délicieux m'avait envahi, isolé, sans la notion de sa cause, et m'avait aussitôt rendu les vicissitudes de la vie indifférentes, ses désastres inoffensifs, sa brièveté illusoire, de la même façon qu'opère l'amour, en me remplissant d'une essence précieuse. Ou plutôt, cette essence n'était pas en moi, elle était moi. J'avais cessé de me sentir médiocre, contingent, mortel. D'où avait pu me venir cette puissante joie? Je sentais qu'elle était liée au goût du thé et du gâteau, mais qu'elle le dépassait infiniment, ne devait pas être de même nature. D'où venait-elle? Que signifiait-elle? Regarde un tel, tu te souviens, c'est une madeleine. Et tout d'un coup, le souvenir m'est apparu. C'est une madeleine. Ce goût, c'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là, je ne sortais pas avant l'heure de la messe. Quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempée dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite Madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis 100 ans manger sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celle aussi du petit coquillage de pâtisserie si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies ou ensommeillées. Je rencontre toujours dans le Connecticut une Proustienne réputée du coin, une fanatique, mais elle était fanatique déjà depuis plusieurs années, et curieusement, elle était comme moi, c'est-à-dire d'origine, elle était pharmacienne, mais belge, mais pharmacienne, et elle me dit « Oh, mais il faut que je t'emmène à New York, à la Mercantile Library », qui est la bibliothèque la plus vieille de New York, enfin la bibliothèque privée la plus ancienne. Il y a un groupe qui lit Proust 100 pages par 100 pages. Il y a un autre groupe, elle me dit, qui lit 10 pages par 10 pages. Alors, je dis, même pour moi, c'est quand même couper un peu les cheveux en quatre, c'est quand même un peu trop. Mais ça a été fondé par un certain Harold Augenbaum, qui était le bibliothécaire de cette bibliothèque. Mais il était au bord du divorce parce qu'il tannait tellement sa femme et toute sa famille avec ses histoires de Proust, toujours Proust, les références à Proust, et ça me rappelait ce qui se passait chez moi, qu'il s'est senti obligé, il avait monté ses groupes de lecture et comme ça il pouvait trouver des âmes sœurs et parler Proust autant qu'il voulait. C'est une Madeleine, c'est une Madeleine, c'est une Madeleine. Et dès que j'eus reconnu le goût du morceau de madeleine trempé dans le tilleul que me donnait ma tante, aussitôt la vieille maison grise sur la rue où était sa chambre vint comme un décor de théâtre s'appliquer au petit pavillon donnant sur le jardin qu'on avait construit pour mes parents sur ses derrières. Et comme dans ce jeu où les Japonais s'amusent à tremper dans un bol de porcelaine rempli d'eau de petits morceaux de papier jusque-là indistincts,
qui, à peine y sont-ils plongés, s'étirent, se contournent, se colorent, se différencient, deviennent des fleurs, des maisons, des personnages consistants et reconnaissables. De même maintenant, toutes les fleurs de notre jardin, et celles du parc de Monsieur Swann, et les nymphéas de la Vivonne, et les bonnes gens du village et leurs petits logis, et l'église, et tout Combray et ses environs, tout cela qui prend forme et solidité, sorti, ville et jardin, de ma tasse de thé. Je m'en fous, je lis Proust. Et réellement, Proust est devenu la chose la plus importante. C'était comme une vraie vie et le reste, une vie qui était annexe. La littérature devenait vraiment la vie essentielle. Le petit pan de mur jaune. Et ça, c'est donc peut-être, après la Madeleine, le texte le plus connu de la recherche. Et donc, tout le monde sait, quand on lit La mort de Bergotte, le narrateur, enfin, que Sarah nous lira, mais parle de cette vue de Delphes, qui est un tableau magnifique, et où il y aurait un petit pan de mur jaune. Donc on lit le Proust, on se précipite sur une reproduction de la vue de Delphes, ou si on est hollandais, on va au musée, ou sinon on prend le Thalys, on y va, et on le voit, on dit où est-ce qu'il est ce petit pan de mur jaune? Et en fait on voit deux petits trucs jaunes, mais c'est pas possible. Alors je demande aux Proustiens, pour vous, qu'est-ce que ça représente, ce petit pan de mur jaune? On se retrouve en scène, et alors il y en a un qui dit, le peintre dit, jaune, c'est ça qui est important, c'est la couleur. Le psy dit, ce petit pan jaune, ça représente la flamme de la bougie de sa mère qui monte l'escalier pour donner un baiser au narrateur enfant. L'écrivain dit, Bergotte le dit bien, ce petit pan de mur jaune doit être travaillé et retravaillé, comme la phrase. Le sceptique dit, le pan de mur, c'est Marcel Proust qui balade le lecteur et lui dit « Je suis romancier, je dis ce que je veux, et vous me suivrez où je veux. » Et la comédienne, le petit pan de mur jaune est répété 8 fois, ça donne du rythme au texte. Alors chacun voit son jaune comme il veut, et depuis, alors ça faisait déjà 5 interprétations, depuis j'en ai entendu 2 autres, dont un caméraman qui suit les Proustiens, qui veut faire un documentaire sur les Proustiens, il dit, oh j'ai entendu qu'en fait à Delphes, à l'époque de Vermeer, il y avait un parti politique dont le jaune représentait, c'était sa couleur. Donc encore 6e explication. Et la dernière, c'est la semaine dernière à la radio, il y avait Proust et les cygnes sur France Culture, et un philosophe parle de le Bergotte, le petit pan de mur jaune, et il y a un extrait lu par André Dussolier, et dit, on dit, mais ce jaune, ça n'existe pas, c'est l'ensemble du tableau, c'est jaune doré, ça veut dire c'est l'immortalité. Donc on en est à 7. Il dit, pour les professeurs de français, je trouve que prendre un texte comme ça et montrer, on peut dire n'importe quoi, puisque l'écrivain vous a donné l'instrument d'optique pour regarder en vous-même, c'est normal qu'à chaque Proustien son Proust. Alors voilà le fameux petit pan de mur jaune, et peut-être que vous aurez une nouvelle interprétation, mais il y a un moment où je ne sais pas ce qu'on pourra dire du jaune. Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise du Rémy assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delphes, de Vermeer, prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement.
Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice, et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise, ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance, lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune ». Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu et, revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? On l'enterra, mais toute la nuit funèbre, aux vitrines éclairées, ses livres, disposés 3 par 3, veillaient comme des anges aux ailes éployées et semblaient, pour celui qui n'était plus, le symbole de sa résurrection. Je m'en fous, je l'ai. Je m'en fous, je l'ai. Je m'en fous, je l'ai.